Une histoire émouvante de rédemption, d'amour, de passion et de nouveau départ. Elle vivait dans la rue. Il était millionnaire au bord du gouffre. Lorsqu'elle l'a sauvé, elle ne savait pas qu'elle allumait une passion dangereuse. Ce qui a commencé comme un sauvetage s'est transformé en une histoire d'amour qui pourrait les détruire tous les deux. Regardez cette histoire jusqu'au bout, vous serez surpris. Si vous aimez les histoires d'amour et les romances, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un commentaire. Nous publions chaque jour des vidéos comme celle-ci. Sa main trouva la sienne au moment même où Clara tentait de s'enfuir. Leurs doigts s'entremêlèrent pendant une seconde qui dura une éternité, et la chaleur qui lui parcourut le bras fut si intense qu'elle faillit la faire trébucher. Arthur ne la lâcha pas tout de suite. Il resta là, tenant cette main qui avait pris soin de lui au plus fort de ses besoins, sentant la peau rugueuse du travail acharné contre la paume douce de ses doigts. Le cœur de Clara s'emballa lorsqu'elle leva les yeux et croisa son regard sombre, empli d'un dangereux mélange de gratitude et de désir qui lui fit oublier où elle était. L'entrepôt de Bénard Importation sentait le gasoil et la transpiration de fin de journée. Il était presque 22 heures, ce jeudi étouffant de mars, et São Paulo respirait cet air lourd qui précède les pluies d'été. Clara avait délibérément choisi les moments où elle savait que le bâtiment serait vide pour le nettoyer. Travailler, dans la clandestinité, était un art qu'elle maîtrisait depuis des mois. Faux papiers, faux noms, toujours de nuit, alors que les cadres en costume avaient déjà regagné leurs appartements de Mohéma et Jardin. Mais cette nuit-là, quelque chose s'était mal passé. Elle était allongée sur le dos, frottant trop fort une tache tenace sur le sol en béton, lorsqu'elle entendit des pas. Ce n'étaient pas les pas pressés des agents de sécurité en patrouille, ni le pas traînant et fatigué des autres agents de nettoyage. C'étaient des pas réguliers et mesurés, chaussés de chaussures italiennes, sur le sol industriel. Clara sentit son estomac se retourner. Elle connaissait ce bruit. Lorsqu'il s'est retourné, il n'était plus qu'à quelques mètres. Arthur Bénard paraissait encore plus imposant que dans ses souvenirs. Son costume sombre était légèrement froissé, sa cravate desserrée, et il portait une barbe qui n'était pas là le matin de sa dernière rencontre, ensanglantée et inconsciente dans les décombres de sa voiture. Ses yeux étaient les mêmes, noirs comme du café brûlé, intelligents et dangereusement intenses, mais il y avait quelque chose de nouveau en eux maintenant, de la reconnaissance et une soif indescriptible. « C'était donc toi, dit-il, d'une voix rauque, comme s'il criait depuis des heures. Je savais que je te retrouverais. » Clara laissa tomber le seau. De l'eau sale se répandit sur le sol, tachant les bottes en caoutchouc qu'elle avait achetées dans une friperie de Liberdad. Ses mains tremblaient tandis qu'elle cherchait une issue, mais Arthur bloquait la seule issue. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » mentit-elle, détestant la faiblesse de sa voix. « Tu dois me prendre pour quelqu'un d'autre. » Arthur fit un pas en avant, puis un autre. Ses yeux ne quittèrent pas les siens. « Marina Lopez, » dit-il, en lisant l'étiquette avec son nom, accroché à son uniforme. « Intéressant. La dernière fois qu'on s'est vu, tu n'avais pas de nom. » Clara sentit son sang se glacer. Elle avait été idiote de croire qu'elle pourrait se cacher éternellement dans une ville comme São Paulo, surtout en travaillant pour son entreprise. Mais elle avait besoin d'argent. Elle avait besoin de routine. Elle avait besoin de sentir qu'elle existait encore, même si ce n'était que comme une ombre effaçant les traces de la vie des autres. « Je ne sais pas d'où vous me connaissez, » insista-t-elle en reculant d'un pas. Son dos touchait le mur froid de l'entrepôt. « Je ne travaille ici que depuis quelques semaines. Tu m'as sauvé. » Les mots fendent l'air comme une lame. Clara ferma les yeux une seconde, revivant. Cette nuit-là, la pluie torrentielle, le bruit assourdissant du métal qui se fracasse, l'odeur d'essence et de sang. Elle avait passé des mois à essayer d'oublier, des mois à faire comme si de rien n'était, qu'elle n'avait pas traîné un homme inconscient à travers une centaine de mètres de forêt dense, qu'elle n'avait pas passé 5 jours à s'occuper, de lui dans une maison abandonnée en montagne, de peur qu'il ne meure dans ses bras. « Tu saignais tellement, » murmura-t-elle presque involontairement. « J'ai cru que tu allais mourir. » Arthur s'arrêta. Une étrange expression traversa son visage, un mélange de soulagement et de douleur si intense que Clara eut envie de lui toucher le visage, comme elle l'avait fait les jours où la fièvre le plongeait dans le délire. « J'aurais dû mourir, » dit-il, avec une pointe de trouble dans la voix. « J'aurais voulu mourir cette nuit-là. »
Clara sentit sa poitrine se serrer. Elle se souvenait des mots décousus qu'il avait murmurés dans son délire, des cauchemars qui le faisaient crier des noms qu'elle ne reconnaissait pas. Il y avait quelque chose de brisé chez cet homme, quelque chose que tout l'argent du monde ne pourrait réparer. « Pourquoi as-tu disparu » demanda-t-il en faisant un pas de plus. Il était si proche maintenant qu'elle sentait son eau, de Cologne onctueuse, mêlée à une odeur purement masculine qui lui retournait l'estomac, d'une manière qui n'avait rien à voir avec la peur. « Je te cherche. Depuis des mois. J'ai utilisé toutes mes ressources. » Parce que c'était mieux comme ça. Pour qui? Clara ne savait pas comment réagir. Ça n'avait pas vraiment été mieux pour personne. Depuis 6 mois, elle se réveillait chaque nuit en pensant à lui, à la façon dont il avait murmuré « merci » lorsqu'elle lui avait donné à boire pour la première fois, à la façon dont sa main s'était refermée sur la sienne quand sa fièvre était à son comble, au regard qu'il lui avait lancé lorsqu'il avait enfin ouvert les yeux et qu'elle avait su qu'il survivrait. « Je t'ai proposé de l'argent », continua Arthur, et maintenant une véritable frustration transparaissait dans sa voix. « Tu n'as même pas attendu pour l'entendre. Je ne voulais pas de ton argent. Alors qu'est-ce que tu voulais ?» Clara leva le menton, cherchant un peu de courage. « Rien. Je ne voulais rien de toi. » C'était un mensonge et à ses yeux, Arthur le savait. « Des conneries, » dit-il, confirmant ses dires. « Tu voulais la même chose que moi, sauf que tu t'es enfui avant qu'on découvre ce que c'était. » Le cœur de Clara battait si fort qu'elle était sûre qu'il l'entendait. La proximité devenait insupportable. Arthur était grand, beaucoup plus grand que dans ses souvenirs, et la façon dont il remplissait l'espace autour d'elle la faisait se sentir à la fois petite, protégée et terrifiée. « Je dois y aller, » dit-elle en essayant de s'éloigner du mur. « Mon service est terminé et... » Sa main se leva mais sans la toucher. Pour lui barrer la route, sa paume se pressa contre le mur près de sa tête. Clara sentit la chaleur irradier de son corps, cette proximité réveillant toutes ses terminaisons nerveuses. « S'il te plaît, » murmura-t-elle, ne sachant pas exactement ce qu'elle demandait. Arthur pencha la tête, scrutant son visage avec une intensité qui la fit rougir. « Tu as peur. » Ce n'était pas une question. « Oui, de moi. » Clara hésita. « De moi. » Quelque chose changea dans son regard. La frustration fit place à une compréhension encore plus dangereuse. Arthur retira sa main du mur et recula, lui laissant l'espace nécessaire pour respirer. « D'accord, » dit-il d'une voix plus douce. « Tu peux y aller. » Clara cligna des yeux, perplexe. « Puis-je ?»« Tu peux, mais je ne cesserai pas de te chercher. Et la prochaine fois que tu t'enfuiras, je te retrouverai. Et encore, et encore. » Il marqua une pause, sans quitter des yeux les siens. « Parce que je te dois la vie. Et je ne laisse généralement pas que de dettes impayées. » Clara le dépassa en courant, tremblante de tout son corps. Elle avait atteint la porte lorsqu'elle entendit à nouveau sa voix. « Clara !» Elle s'est arrêtée. Elle ne s'est pas retournée, mais elle s'est arrêtée. « C'est ton vrai nom, n'est-ce pas ?» Elle ferma les yeux. « Comment le sais-tu ? Tu marmonnais dans ton sommeil, ces jours-là. Tu suppliais une certaine Clara de ne pas partir. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre que tu te parlais à toi-même. » Clara sentit, les larmes lui brûlaient les yeux. Elle détestait qu'il sache. Elle détestait qu'il prête attention. Elle détestait qu'il s'en soucie. « Clara », répéta-t-il, et cette fois le nom sonnait comme une prière. « Ne disparais plus. » Elle n'a rien promis. Elle est juste partie. Arthur resta longtemps dans l'entrepôt après son départ, respirant, l'air qui portait encore une légère odeur de savon bon marché, et quelque chose d'indéfinissable qui lui appartenait entièrement. 6 mois. 6 mois à chercher la femme qui lui avait sauvé la vie, et la voilà à quelques mètres de son bureau, nettoyant les sols de l'entreprise qu'il avait héritée de son père. L'ironie ne lui échappait pas. Lui qui contrôlait des empires, qui déplaçait des millions de personnes d'un simple coup de fil, qui avait le pouvoir de créer ou de détruire des carrières d'un seul mot, avait été sauvé par une femme qui n'existait même pas officiellement. Une femme qui nettoyait les sols pour survivre et qui, malgré tout, avait plus de dignité à ses yeux que la plupart des gens qui fréquentaient son entourage. Arthur quitta l'entrepôt et monta à son bureau au 40e étage. São Paulo s'étendait en contrebas telle une mer de lumière vacillante, et il se demanda combien de personnes comme Clara existaient dans la ville.
Combien vivaient, dans l'ombre, invisibles à ses yeux? Combien avaient des histoires qui ne seraient jamais racontées? Il a sorti son téléphone et a composé un numéro qu'il connaissait par cœur. « Raoul, c'est moi. J'ai besoin que tu annules tout ce que j'ai prévu pour demain. » Il marqua une pause, fixant l'endroit où Clara se trouvait quelques minutes plus tôt. « En fait, annule toute la semaine. Il y a un problème, patron ?» Arthur sourit et c'était le premier sourire sincère qu'il adressait depuis des mois. Au contraire, je crois que j'ai enfin trouvé quelque chose qui en vaille la peine. Le lendemain, Clara ne s'est pas présentée au travail. Arthur n'était pas surpris. En fait, il s'y attendait. Mais cette fois, il était préparé. Il avait des ressources, des contacts, et choses qu'il n'avait pas 6 mois auparavant. Il connaissait le nom qu'elle utilisait et l'entreprise pour laquelle elle travaillait. La retrouver ne serait qu'une question de temps. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était de la trouver au dernier endroit où il aurait pensé chercher. Pendant le week-end, Arthur essaya de suivre sa routine, mais il ne parvenait pas à chasser Clara de sa tête. Pendant ce temps, elle luttait contre ses propres fantômes, consciente que leur retrouvaille n'était que le début de quelque chose de bien plus grand et de plus dangereux qu'il n'aurait pu l'imaginer. Arthur sentit une chaleur dans sa poitrine. C'était étrange, après des années à contrôler des empires et des peuples, de remettre sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais avec Clara, c'était naturel. Exactement. Quelques jours plus tard, leurs chemins se croiseraient à nouveau de manière inattendue. Mon appartement est à Moema, au dernier étage de l'immeuble Santorini. Je sais où c'est. Arthur haussa un sourcil. Tu sais? Clara rougit légèrement. J'ai peut-être fait des recherches sur toi, après cette nuit-là, juste par curiosité. Et qu'as-tu découvert? Que tu es plus compliqué? Que tu n'en as l'air. Arthur rit et c'était sincère. C'est bien ou mal? Je suis encore en train de décider. Ils se séparèrent là, dans le parc. Clara partit la première et Arthur attendit 15 minutes avant de rentrer. C'était un beau samedi. Le soleil brillait sur São Paulo et il aurait dû appréhender ce qu'il allait entendre. Il aurait dû se demander s'il était raisonnable de se retrouver impliqué dans une situation aussi dangereuse. Au lieu de cela, il se sentait plus vivant qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Arthur arriva à l'appartement et attendit. Il ignorait comment Clara avait prévu de s'y rendre sans être vue, mais il lui faisait confiance. Il devait lui faire confiance. 1 heure plus tard, la sonnette retentit. Arthur ouvrit, s'attendant à trouver Clara, mais fut accueilli par un livreur de pizza. « Je n'ai pas commandé de pizza », a-t-il déclaré. Le garçon, qui ne devait pas avoir plus de 18 ans, haussa les épaules. « C'est écrit ici. Appartement 4502, Arthur Bénard. » Arthur prit la pizza et paya le garçon confus. Il alla à la cuisine et ouvrit la boîte. Au lieu de pizza, il y avait un mot. « Monte sur la terrasse, seul. » Arthur sourit. Clara resta prudente jusqu'au bout. Il monta sur la terrasse de l'immeuble d'où l'on avait une vue panoramique sur São Paulo. Clara était là, appuyée contre le mur, regardant l'horizon. Elle avait troqué sa robe bleue contre des vêtements sombres, un jean, un chemisier noir et des baskets. Ses cheveux étaient maintenant détachés, flottant au vent. « Comment es-tu arrivée ici ?» Clara se retourna, un sourire amusé aux lèvres. « Échelle de secours. Votre immeuble est terriblement sécurisé, vous le savez? Je vais devoir changer ça. » « Oui, ça ira. » Le sourire disparut, remplacé par une expression sérieuse. « Arthur, avant de commencer, je veux que tu comprennes quelque chose. Ce que je vais te dire va changer ta vision du monde. Tu ne pourras plus faire comme si certaines choses n'existaient plus. Es-tu sûr de vouloir ça? » Arthur s'approcha d'elle et s'arrêta à quelques pas. « Clara, j'ai passé les 6 derniers mois à faire comme si tu n'existais pas. Ça n'a pas marché. Si tu fais partie de ma vie maintenant, je veux en connaître chaque recoin, y compris les moments sombres. » Clara l'observa un instant, puis hocha la tête. « D'accord, mais d'abord je dois savoir si je peux te faire entièrement confiance. » « Il le peut. Je vais tester. » Clara s'écarta du mur et s'approcha de lui. « Embrasse-moi. » Arthur cligna des yeux, confus. « Quoi? Embrasse-moi. Maintenant. » Car Clara, tu as dit qu'il n'y aurait pas de contact personnel jusqu'à ce que... Ce n'est pas une question d'intimité, c'est une question de confiance. Son regard était fixé sur le sien, intense,
et déterminé. « Si nous faisons ça ensemble, si nous risquons nos vies l'un pour l'autre, j'ai besoin de savoir si tu peux me toucher sans essayer de me contrôler. J'ai besoin de savoir si tu me considères comme une égale ou comme quelqu'un à protéger. » Arthur comprit, c'était un test, une façon pour Clara d'évaluer non seulement son attirance pour elle, mais aussi son respect, sa capacité à créer un lien avec elle, sans chercher à la dominer. Il s'approcha lentement, lui laissant le temps de changer d'avis. Comme elle ne s'écartait pas, il porta ses mains à son visage, sentant la peau douce sous ses doigts. Clara ferma les yeux, et Arthur vit qu'elle tremblait, non pas de peur, mais d'impatience. Quand leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut comme si le monde explosait de couleurs. Le baiser commença doucement, hésitant, mais s'approfondit rapidement. Clara se serra contre lui, les mains serrées dans son t-shirt, et Arthur sentit qu'il perdait le contrôle. Il y avait de la faim dans son baiser, un besoin qui reflétait le sien. Mais c'est Clara qui s'est éloignée la première, respirant lourdement. « Tu as réussi l'examen ?» dit-elle, et il y avait quelque chose de nouveau dans sa voix. « Maintenant, assieds-toi, et prépare-toi à entendre des choses qui te donneront envie de tuer quelqu'un. » Clara était assise sur le mur de la terrasse, les jambes pendantes, et Arthur sentit son estomac se retourner à cette vue. 45 étages plus haut, elle semblait parfaitement à l'aise avec l'abîme en contrebas. C'était comme si elle avait perdu sa peur de tomber depuis longtemps. La maison était à Alphaville, commença-t-elle, sa voix coupant le bruit lointain de la circulation de São Paulo. Une immense demeure de haute clôture, des gardes armés. De l'extérieur, on aurait dit la maison d'un homme d'affaires prospère. À l'intérieur, elle marqua une pause, le regard perdu, dans l'horizon. À l'intérieur, c'était l'enfer déguisé en paradis. Arthur s'assit sur une chaise à proximité, gardant suffisamment de distance pour qu'elle se sente en sécurité, mais suffisamment près pour entendre chaque mot. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de São Paulo de nuances, orange et rose qui contrastaient cruellement avec l'obscurité de ce que Clara allait révéler. J'avais 19 ans quand je suis arrivé. Je venais de Maceió fuyant un beau-père qui... Eh bien, ça n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est que j'étais désespéré, sans argent, sans endroit où loger. Une femme m'a abordé à la gare routière de Tietê. Elle m'a dit qu'elle connaissait un endroit où je pourrais travailler, gagner de l'argent, avoir un toit. Elle m'a semblé être un ange. Clara rit, mais le son était dénué d'humour. C'est drôle comme les démons se présentent toujours déguisés en salut. Arthur sentit ses poings se serrer. Il savait déjà où cette histoire allait mener. Et chaque fibre de son être voulait arrêter Clara, lui épargner ses souvenirs. Mais elle avait besoin de parler, et il avait besoin de l'écouter. Cette femme s'appelait Solange, blonde peroxydée, ayant subi de nombreuses opérations de chirurgie esthétique, sentant toujours le parfum de luxe. Elle m'a emmené au manoir, m'a offert de nouveaux vêtements, une belle chambre, de quoi manger. Les premières semaines, j'ai cru avoir trouvé la chance. Clara s'arrêta, fermant les yeux comme si elle essayait de bloquer les images qui lui traversèrent l'esprit. Puis les fêtes ont commencé. Solange m'a dit que je serais l'hôtesse, que mon travail consisterait à parler aux invités, à servir les boissons et à les accueillir chaleureusement. Elle a dit que c'étaient des hommes importants et puissants, et que je devais les traiter avec respect. Le vent changea de direction, apportant l'odeur de la pluie qui approchait. Clara rapprocha son chemisier de son corps, mais Arthur doutait que ce soit à cause du froid. Lors du premier parti où j'ai travaillé, j'ai reconnu des visages. Des hommes politiques vus à la télévision, des hommes d'affaires en couverture de magazines, des juges dont les noms apparaissaient dans les journaux. Le sénateur Carvalho était là, discutant avec animation avec un homme qui, comme je l'ai découvert plus tard, était le chef de la police civile. Clara ouvrit les yeux et regarda Arthur droit dans les yeux. « Tu comprends ce que ça veut dire? Les hommes censés protéger les filles comme moi finançaient notre esclavage. » Arthur hocha la tête, la colère montant dans sa poitrine comme une bête qui se réveille. Combien de filles y avait-il dans la maison? C'était variable. Certains sont restés quelques mois avant de partir, d'autres, comme moi, sont restés plus longtemps. Nous étions une quinzaine quand j'étais là-bas. Clara marqua une pause. Je suis resté 2 ans. 2 ans, répéta Arthur, essayant de saisir l'ampleur de la souffrance qu'il représentait. Oui. Et durant ces 2 années, j'ai vu des choses, entendu des conversations, assisté à des négociations qui auraient pu faire tomber la moitié du gouvernement brésilien.
Clara se leva du mur et se mit à arpenter la terrasse. On aurait dit qu'elle ne pouvait plus rester assise en racontant l'histoire. Les fêtes n'étaient qu'une partie du business. La maison servait de plaque tournante à un réseau bien plus vaste. Il faisait du trafic de filles vers d'autres pays, principalement l'Europe et l'Asie. Certaines étaient vendues à des maisons comme celle-ci dans d'autres villes. D'autres disparaissaient, tout simplement. Comment ont-ils disparu? Clara s'arrêta et le fixa du regard. « Arthur, tu veux vraiment savoir ?» Il hésita. Une part de lui voulait dire non, s'épargner, à elle et à lui-même, les détails sordides. Mais ce serait lâche. Si Clara avait le courage de lui dire, il avait le devoir de l'écouter. « Oui, dis-moi tout. » Certains ont été tués en tentant de s'échapper, d'autres parce qu'ils refusaient de coopérer avec des clients importants, d'autres encore parce qu'ils tombaient malades ou trop vieux. Clara s'assit de nouveau sur le mur, cette fois dos à l'espace, le regardant droit dans les yeux. Il y avait un sous-sol dans la maison, pas un sous-sol ordinaire, un endroit où il se débarrassait des corps. L'estomac d'Arthur se retourna. « Mon Dieu! Je l'ai découvert par hasard. Une nuit, je n'arrivais pas à dormir et j'ai décidé de faire un tour dans la maison. J'ai fini par descendre un escalier qui, je pensais, menait à la cave. Au lieu de cela, j'ai trouvé Solange et deux hommes en train de discuter de débarrasser le matériel endommagé. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre qu'il s'agissait d'une fille nommée Camilla, qui avait tenté de fuguer la semaine précédente. » Clara ferma à nouveau les yeux et Arthur vit des larmes commencer à se former dans les coins. Je me suis caché et j'ai écouté toute la conversation. Ils ont parlé d'autres organismes, de la façon de se débarrasser des preuves, de la corruption des policiers pour éviter les enquêtes. J'ai entendu des noms, des montants, des lieux. J'en ai suffisamment entendu pour comprendre que cette opération déplaçait des millions de réaux par mois. Et le sénateur Carvalho? Il était l'un des principaux financiers. Il ne se contentait pas de financer l'affaire, il lui assurait une protection politique. Chaque fois qu'une enquête devenait trop confidentielle, elle était mystérieusement classée. Chaque fois qu'un policier honnête tentait de faire pression, il était muté ou réduit au silence. Clara ouvrit les yeux et regarda ses mains. Cette nuit-là, au sous-sol, j'ai vu des documents, des contrats, des virements bancaires, des listes de noms. Je les ai tous photographiés avec un téléphone portable que j'avais volé à un client quelques semaines auparavant. Arthur se pencha en avant. « Tu as toujours ces photos ?»« Oui, cachées là où personne ne peut les trouver. »« Où ?» Clara sourit, et il y avait quelque chose de féroce dans son expression. « Si je te le dis, tu deviendras une cible encore plus dangereuse. Pour l'instant, mieux vaut que tu ne le saches pas. » Arthur voulait protester, mais il comprenait sa logique. S'il était capturé et torturé, il ne pourrait pas révéler ce qu'il ignorait. « Comment as-tu réussi à t'échapper ?»« Une chance, un pur coup de chance. » Clara se redressa, s'approchant du bord de la terrasse et contemplant la ville en contrebas. Il y a eu une descente de la police fédérale, pas à la maison, il n'y viendrait jamais sans prévenir. Mais dans une des propriétés annexes, un hôtel du centre-ville qui servait de lieu de rendez-vous aux clients les plus discrets. Le vent forcissait, apportant les premières gouttes de pluie. Clara ne semblait pas s'en apercevoir. L'opération a semé la panique. Solange et les autres étaient désespérés, tentant de détruire les preuves et de transférer les filles en lieu sûr. Dans la confusion, j'ai réussi à m'échapper. Je me suis simplement éloigné. Personne ne m'a remarqué au milieu, du chaos. Et puis j'ai commencé à courir, et je n'ai jamais arrêté. Clara se tourna vers lui, et son regard était désormais empreint d'une détermination d'acier. « Arthur, comprends-tu ce que je t'offre? Ce n'est pas seulement la justice pour les filles qui sont mortes. C'est l'occasion de dénoncer un réseau qui corrompt le pays tout entier. Politiciens, juges, policiers, hommes d'affaires, tous liés par l'argent sale et le sang innocent. » Arthur se leva et s'approcha d'elle. La pluie commençait à tomber plus fort, mais aucun des deux ne bougea pour s'abriter. « Vous avez dit avoir photographié des documents. De quel genre de documents s'agit-il ?»« Des contrats de vente et d'achat, traitant les êtres. Humains comme des marchandises, des virements bancaires attestant de paiement à des fonctionnaires corrompus, des listes de clients avec des noms que l'on reconnaîtrait dans les journaux. Et... » Clara hésita. « Des actes de décès. Un livre
où l'on notait quand et comment chaque fille était décédée. La pluie les trempait tous les deux, mais Arthur s'en rendait à peine compte. Son esprit travaillait vite, assimilant les informations, réfléchissant à des stratégies. Combien de personnes savent que vous avez cette preuve? Personne. Du moins, personne de vivant. Comme ça? Clara passa une main dans ses cheveux mouillés. J'ai essayé d'aller voir la police une fois, juste après m'être échappé. Je suis allé voir un policier qui semblait honnête et je lui ai raconté mon histoire. Il a dit qu'il m'aiderait et qu'il enquêterait. Et 2 semaines plus tard, il a été retrouvé mort dans son appartement. Suicide, selon la version officielle. Une balle dans la tête. Clara rit amèrement. Après ça, j'ai compris que je ne pouvais faire confiance à personne au sein du système. Arthur ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la pluie. Clara, s'ils ont tué un adjoint juste parce que tu lui as parlé, imagine ce qu'ils vont nous faire quand ils découvriront qu'on compte tout révéler. Elle se tourna complètement vers lui. Tu es toujours sûr de vouloir faire ça? Arthur la regarda, trempé par la pluie, grelottant de froid. Mais ses yeux brillaient d'un courage qui transcendait toute peur. À cet instant, il sut qu'il ferait n'importe quoi pour elle. Non seulement parce qu'il était amoureux, mais parce qu'elle représentait quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps. La conviction qu'il était possible de se battre pour ce qui était juste. Plus certain que jamais, a-t-il déclaré. Clara observa son visage un long moment puis hocha la tête. D'accord, mais faisons-le intelligemment, pas d'héroïsme inutile. Je suis d'accord. Quel est le plan? Nous avons d'abord besoin d'alliés, des personnes extérieures au système brésilien, qui ne peuvent être ni achetées ni intimidées. J'ai des contacts au sein d'organisations internationales de défense des droits de l'homme et de journalistes d'investigation dans d'autres pays. Clara hocha la tête. Bien. Deuxièmement, il nous faut plus de preuves. Ce que j'ai est suffisant pour ouvrir une enquête, mais pas pour justifier une condamnation. Quel genre de preuves? Nous avons besoin de témoins vivants, d'autres filles qui se sont échappées, des employés du réseau prêts à parler. Arthur réfléchit à cela. Cela signifie nous exposer, sortir de l'ombre. Oui, c'est risqué, mais c'est la seule solution. La pluie devenait torrentielle, et Arthur prit finalement l'initiative. « Rentrons, tu vas attraper une pneumonie ici. » Clara hésita. « Ton appartement? Il y a 3 chambres. Vous pouvez choisir où dormir. Il y a des vêtements secs et de la nourriture chaude. » Clara l'observa un instant, puis hocha la tête. « D'accord, mais seulement pour ce soir. » Ils descendirent à l'appartement, et Arthur alla chercher des serviettes et des vêtements secs, tandis que Clara restait au salon, ruisselante sur le sol en marbre importé. À son retour, elle regardait par la baie vitrée, contemplant la ville à travers le rideau de pluie. « Belle vue, » dit-elle sans se retourner. « Merci. » Arthur lui tendit ses serviettes et une chemise. « La salle de bain est là-bas. Tu peux prendre une douche chaude si tu veux. » Clara ramassa ses affaires, mais ne bougea pas immédiatement. « Arthur, puis-je te demander quelque chose? »« Bien sûr. Pourquoi as-tu essayé de te suicider cette nuit-là? Que s'est-il passé ?» Arthur hésita. C'était juste. Elle avait partagé avec lui ses souvenirs les plus douloureux. Il lui devait la même honnêteté. C'était l'anniversaire de la mort de mon père, 5 ans plus tôt. J'avais passé toute la journée dans les bureaux de l'entreprise, essayant de me distraire avec le travail, mais ça n'y arrivait pas. Clara se tourna vers lui, attendant qu'il continue. Mon père a bâti l'empire Benard de toutes pièces. C'était un homme brillant et visionnaire, mais aussi obsessionnel. Quand j'étais enfant, il voyageait sans cesse, concluait des affaires, s'étendait sans cesse. Ma mère s'est retrouvée seule avec moi et c'était trop pour elle. Arthur s'approcha de la fenêtre et se plaça à côté de Clara. Elle a commencé à boire, puis à se droguer. Mon père a essayé de la faire hospitaliser à plusieurs reprises, mais son état s'est toujours aggravé. Puis une nuit, alors que j'avais 12 ans, elle a disparu. Elle a laissé un mot disant qu'elle ne pouvait plus vivre comme ça. Tu n'as plus jamais eu de ces nouvelles. Jamais. Mon père a engagé des détectives, offert des récompenses, mené des campagnes publiques. Rien. C'est comme si elle s'était évaporée. Clara lui toucha légèrement le bras. Ce fut un bref contact, mais Arthur sentit la chaleur se répandre dans son corps. Et ton père? Il ne s'en est jamais remis. Il s'est plongé encore plus profondément dans son travail
comme s'il pouvait ériger un mur de succès et d'argent contre la douleur. Ça a fonctionné un temps, mais quand j'ai eu 25 ans, Arthur marqua une pause. Il a commencé à parler d'héritage, de la nécessité pour moi de reprendre l'entreprise, de poursuivre ce qu'il avait commencé. Et tu ne voulais pas? Je ne savais pas ce que je voulais. Toute ma vie, on m'avait préparé à reprendre l'entreprise, mais personne ne m'avait jamais demandé si c'était ce que je voulais. Arthur rit amèrement. En fait, personne ne m'a jamais demandé ce que je voulais, quoi que ce soit. On a toujours supposé que je suivrais le scénario écrit par mon père. Clara se tourna complètement vers lui. Que s'est-il passé? Il y a 5 ans. Mon père a appris qu'il avait un cancer du pancréas à un stade avancé. Les médecins ont dit qu'il ne lui restait que 6 mois au maximum. Arthur ferma les yeux, repensant à ces derniers mois. Au lieu de lutter, il a décidé d'accélérer la transition. Il m'a confié toutes les responsabilités d'un coup, comme pour s'assurer que je n'avais pas le choix. Et puis, alors il s'est suicidé, 3 mois après son diagnostic. Il s'est jeté de son bureau au 15e étage. Arthur ouvrit les yeux et croisa le regard compréhensif de Clara. Il a laissé un mot disant qu'il préférait partir à ses conditions et que j'étais désormais libre de construire mon propre héritage. Clara resta silencieuse un moment, le temps de digérer l'histoire. Libre, dit-elle finalement. C'est drôle, comme parfois les gens nous libèrent d'une manière qui nous emprisonne encore plus. Exactement. J'ai tout hérité. L'entreprise, la fortune, les responsabilités. Mais j'ai aussi hérité de la douleur, de la solitude, du sentiment que rien de ce que je faisais n'avait vraiment d'importance. Et cette nuit-là, 5 ans plus tard, Arthur passa une main dans ses cheveux humides. J'avais passé la journée à signer des contrats qui faisaient bouger des millions, à prendre des décisions qui affectaient des centaines de vies, à être traité comme un roi. Mais en rentrant chez moi, quand le silence s'est installé, j'ai réalisé que je n'avais personne. Personne à appeler, personne qui se souciait de ma vie ou de ma mort, au-delà de ce que je représentais pour l'entreprise. Alors tu as décidé de conduire pendant la tempête. Ce n'était pas vraiment une décision. C'était plutôt une impulsion, un besoin de ressentir quelque chose, n'importe quoi, même si c'était de la peur. Arthur la regarda. Mais ensuite tu es arrivé. Clara sourit tristement. 2 naufragés se sauvent mutuellement. Peut-être. Ils restèrent assis en silence quelques minutes, à regarder la pluie s'abattre sur la ville. Ce moment avait quelque chose de profondément intime, non pas sexuel, mais émotionnel. 2 personnes qui avaient emporté leur traumatisme seules, pendant si longtemps partageaient enfin le fardeau. « Arthur, dit finalement Clara, une fois que nous aurons commencé à agir contre ce réseau, ils essaieront d'utiliser notre passé contre nous. Ils tenteront de nous discréditer, de nous détruire psychologiquement avant même d'en venir à la violence physique. Je sais. Êtes-vous prêt à ce que votre vie soit bouleversée, à ce que votre santé mentale, vos capacités, votre motivation soient remises en question? Arthur réfléchit à la question. Je suis prêt à tout pour pouvoir dormir à nouveau en paix. Clara l'observa un instant, puis hocha la tête. D'accord, mais il y a autre chose que tu dois savoir avant qu'on s'engage pleinement. Quoi? Clara prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à sauter d'une falaise. C'est grâce à elle que j'ai survécu si longtemps dans cette maison. C'est grâce à elle que j'ai eu accès à des informations aussi sensibles. Elle s'arrêta et Arthur vit que ses mains tremblaient. Je suis devenu le favori du sénateur Carvalho. Les mots retombèrent dans le silence comme des pierres dans une eau calme. Arthur sentit un froid lui envahir l'estomac. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il m'a choisi comme compagne personnelle, que j'ai passé 2 ans à faire semblant d'éprouver des sentiments pour lui, que j'ai souri lorsqu'il m'a touché, que j'ai feint le plaisir alors que je mourais intérieurement. Clara s'éloigna de la fenêtre et se dirigea vers le centre de la pièce. Cela signifie que j'ai fait des choses qui me font profondément honte, que j'ai prononcé des mots qui me font mal au cœur, que je me suis prostitué non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement pour survivre. Arthur sentit une rage meurtrière monter en lui, mais pas pour Clara, pour avoir été contraint de faire des choix impossibles, pour avoir été placé dans une situation où sa survie exigeait qu'elle se trahisse. Clara. Non. Elle leva la main. Pour l'arrêter. Laisse-moi finir, parce que tu dois comprendre.
Quand ils essaieront de me discréditer, ils diront que j'étais une prostituée, consentante, que j'étais amoureuse du sénateur, que j'ai inventé tout ça pour me venger de lui. Et tu te soucies de ce qu'ils disent? Clara rit, mais le son était empreint de douleur. Je me soucie de ce que tu penseras en entendant tous les détails. Quand tu sauras que j'ai fait semblant d'être amoureuse d'un homme qui a tué des filles innocentes. Quand tu sauras que j'ai partagé un lit avec un monstre en souriant. Arthur traversa la pièce en 3 enjambées et s'arrêta devant elle. Clara leva les yeux pour croiser son regard, et il y vit des années de honte et d'auto-condamnation, reflétées. « Clara, regarde-moi. » Elle obéit bien qu'à contre-cœur. « Tu as fait ce qu'il fallait pour survivre. Dans une situation impossible, tu as trouvé le moyen de rester en vie. Pas seulement en vie, tu as trouvé le moyen de rassembler des preuves qui pourraient sauver d'autres filles. Mais tu n'as rien fait. Tu étais une victime. Tout ce que tu as fait était une forme de résistance. » Clara secoua la tête. « Tu ne comprends pas. Il y a eu des moments où j'ai failli croire à mes propres mensonges. Des moments où je faisais si bien semblant que j'oubliais que je faisais semblant. » Arthur porta ses mains à son visage, la forçant à maintenir le contact visuel. « Clara, c'est ce qu'on appelle la survie. Ton esprit te protégeait de la seule manière qu'il connaissait. Comment peux-tu en être sûr? Parce que tu t'es échappé, parce que tu as rassemblé des preuves, parce que tu es là maintenant, prêt à tout risquer pour obtenir justice. » Arthur marqua une pause. « Et parce que je vois qui tu es vraiment. Et qui suis-je? La femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. » Clara ferma les yeux et des larmes commencèrent à couler sur son visage. « Parfois, je rêve de lui, du sénateur. Je me réveille en pensant que je suis toujours là, que je n'ai jamais réussi à m'échapper. Mais tu t'en es sorti, et maintenant, nous allons nous assurer qu'il paie pour ce qu'il a fait. » Clara ouvrit les yeux, et une détermination farouche y transparaissait. « Oui, allons-y. » Ils restèrent ainsi un instant, le regard dans les yeux, et Arthur sentit quelque chose changer entre eux. Ce n'était pas seulement une attirance physique ou une gratitude émotionnelle, c'était un partenariat, de la confiance, la reconnaissance de 2 âmes blessées qui avaient retrouvé l'une en l'autre non seulement de la compréhension, mais aussi un but. « Je vais prendre ce bain maintenant », ça dit finalement Clara. « Bien sûr, je vais nous préparer quelque chose à manger. » Clara s'éloigna vers la salle de bain mais s'arrêta devant la porte. « Arthur? »« Oui? Merci de m'avoir écouté, de ne pas m'avoir jugé. Merci de m'avoir fait confiance. » Clara disparut dans la salle de bain et Arthur resta seul dans le salon digérant tout ce qu'il avait entendu. L'ampleur du réseau criminel était stupéfiante. Il ne s'agissait pas seulement de trafic d'êtres humains, mais d'un complot impliquant certaines des personnalités les plus puissantes du pays. Et Clara y avait survécu. Non seulement elle avait survécu, mais elle avait trouvé le moyen de rassembler des preuves qui pouvaient tout détruire. Il entra dans la cuisine et commença à préparer un dîner simple. Tout en cuisinant, son esprit réfléchissait aux détails logistiques de ce qu'ils allaient devoir faire. Contacter des journalistes internationaux serait la première étape. Ensuite, il faudrait trouver d'autres victimes prêtes à témoigner. Et enfin, affronter le système de l'intérieur. Ce serait dangereux. Ce serait probablement fatal pour l'un d'eux, voire pour les deux. Mais pour la première fois depuis des années, Arthur sentait que sa vie avait un but autre que celui de simplement maintenir un empire qu'il n'avait jamais voulu diriger. Quand Clara sortit de la salle de bain, vêtue de son t-shirt et les cheveux mouillés flottant sur ses épaules, Arthur sentit son cœur s'emballer. Elle paraissait plus jeune, plus vulnérable, mais aussi plus forte, comme si raconter son histoire lui avait enlevé un poids des épaules. « Ça sent bon », dit-elle en s'approchant de la cuisine. « Risotto aux crevettes. J'espère que vous l'aimerez. Je n'ai pas mangé comme ça depuis des années. » Ils dînèrent dans un silence relatif, chacun perdu dans ses pensées. Arthur observa Clara manger, remarquant qu'elle savourait chaque bouchée comme un luxe inattendu. Une fois de plus, cela lui rappela combien leur réalité était différente. Pour lui, un repas comme celui-ci était une routine. Pour elle, c'était un plaisir rare. « Arthur, » dit Clara après le repas, « demain je veux que tu m'emmènes quelque part. »« Où ?»« Il y a une femme qui pourrait avoir des informations sur d'autres victimes du réseau. Elle dirige un refuge pour femmes vulnérables à Brass.
Si quelqu'un a des contacts avec des survivantes, c'est bien elle. Est-ce sûr? Clara sourit et... Il y avait quelque chose de dangereux dans son expression. Plus rien de ce que nous ferons désormais ne sera sans danger. Mais elle est digne de confiance, et si nous voulons constituer un dossier solide, nous avons besoin de plus de témoins. Arthur hocha la tête. D'accord, on y va demain. Ils finirent de nettoyer la cuisine ensemble, se déplaçant l'un autour de l'autre avec une aisance qui les surprit tous deux. Il y avait quelque chose de familier et d'intime dans ce moment qui contrastait avec la morosité de leur conversation. « Je dormirai dans la chambre d'amis », dit Clara quand ils eurent fini. « Bien sûr, il y a des vêtements propres dans le placard et tout ce dont tu as besoin. »« Je sais, merci. » Clara se dirigea vers la chambre mais s'arrêta à la porte. « Arthur, es-tu sûr de vouloir faire ça? Après tout ce que je t'ai dit, es-tu toujours sûr ?» Arthur la regarda, portant sa chemise, ses cheveux en bataille, ses yeux portant encore les cicatrices de ce qu'elle avait vécu, mais brillant d'un courage qui le laissa sans souffle. « Plus sûr que jamais de quoi que ce soit dans ma vie. » Clara sourit, et cette fois, c'était un sourire sincère, plein de chaleur. « Bonsoir, Arthur. »« Bonsoir, Clara. » Elle ferma la porte, et Arthur resta seul dans la pièce, regardant la ville par la fenêtre. La pluie avait cessé, et São Paulo brillait en contrebas comme un champ d'étoiles filantes. Quelque part dans cette ville, des hommes puissants dormaient dans des lits luxueux, persuadés que leur secret était en sécurité. Dans quelques heures, lui et Clara commenceraient à changer les choses. Arthur retourna dans sa chambre, mais il ne put s'endormir tout de suite. Il resta allongé dans le noir, pensant à Clara à quelques pas de lui, à ce qu'elle avait enduré, à ce qu'ils allèrent devoir affronter ensemble. Et pour la première fois depuis des années, il se surprit à attendre le lendemain matin avec impatience. Avec impatience le combat qui pourrait les détruire, mais aussi les sauver. De l'autre côté du mur, Clara, éveillée elle aussi, fixait le plafond et réfléchissait. Cette nuit avait quelque chose de différent. Pour la première fois depuis des années, elle n'était pas seule. Elle ne courait pas, elle ne se cachait pas. Et même si elle savait que les jours suivants apporteraient des dangers qu'elle pouvait à peine imaginer, elle se sentait plus forte que jamais. Car désormais, elle avait une alliée. Plus encore, quelqu'un qui la considérait non pas comme une victime, mais comme une survivante. Quelqu'un prêt à se battre à ses côtés, non pas pour la protéger, mais pour rendre justice. Et s'il mourait en essayant, au moins il mourrait en se battant. Aux premières heures du matin, alors que São Paulo commençait à s'éveiller, aucun d'eux ne savait que leur vie allait basculer d'une manière qu'ils n'imaginaient pas, que des forces s'acharnaient déjà contre eux, que le sénateur Carvalho s'était réveillé ce matin-là avec le terrible pressentiment que son passé allait le rattraper. Et à Brás, une femme nommée Madre Catarina regardait par la fenêtre de son refuge, pensant à l'appel qu'elle avait reçu et à la jeune femme qui viendrait lui rendre visite quelques heures plus tard. Une jeune femme qu'elle avait autrefois aidée à se cacher et qui revenait maintenant en quête de quelque chose de bien plus dangereux qu'un abri. La tempête était passée, mais une autre se préparait, et cette fois, elle serait bien plus dévastatrice que la première. Clara se réveilla au son de voix provenant du salon. L'espace d'un instant, la panique la saisit. Des années de vie souterraine avaient conditionné son corps à se réveiller prêt à fuir. Mais les souvenirs de la nuit précédente revinrent, et elle se souvint où elle était. Dans l'appartement d'Arthur, en sécurité, du moins temporairement. Elle se leva silencieusement et s'approcha de la porte, essayant d'identifier les voix. Arthur parlait à quelqu'un, mais son ton était tendu, presque hostile. Clara reconnut la deuxième voix, masculine, plus âgée, avec un accent carioca déguisé. « Arthur, il faut être raisonnable, » dit l'homme. « Annuler des réunions importantes sans explication, disparaître pendant des jours. Les investisseurs commencent à s'inquiéter. »« Les investisseurs peuvent attendre, Marcelo, » répondit Arthur, et Clara perçut l'irritation dans sa voix. « J'ai d'autres choses à faire. »« Qu'est-ce qui compte? Depuis quand as-tu d'autres choses plus importantes que l'entreprise ?» Clara s'habilla rapidement comme la veille et entr'ouvrit légèrement la porte pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Arthur se tenait près de la fenêtre, vêtu d'un costume sombre qui le rendait encore plus imposant. De l'autre côté de la pièce, un homme plus petit et rond d'une cinquantaine d'années gesticulait nerveusement.
Marcelo, j'apprécie ton inquiétude, mais je ne te dois pas d'explication. Sur ma vie personnelle. Vie privée. L'homme, Marcelo, rit, mais son rire était dénué d'humour. Arthur, tu n'as plus de vie privée depuis des années. L'entreprise, c'est ta vie. Elle l'a toujours été. Clara vit Arthur se tourner vers l'homme, et il y avait quelque chose de dangereux dans sa posture. Il est peut-être temps de changer ça. Marcelo cessa de gesticuler et devint très silencieux. Que veux-tu dire? Je dis que ma vie ne peut pas se résumer éternellement à des rapports financiers et à des réunions de conseil d'administration. Arthur, Marcelo s'approcha en baissant la voix. Tu vas bien? Depuis cet accident, tu agis bizarrement. Tu devrais peut-être consulter un professionnel. Clara vit la mâchoire d'Arthur se serrer. Je n'ai pas besoin d'aide professionnelle. J'ai besoin d'espace. De l'espace pourquoi? Pour te détruire comme ton père. Le silence qui suivit fut si pesant que Clara eut du mal à respirer. Arthur resta immobile un instant, puis se tourna lentement vers Marcelo. Répétez cela. Arthur, je ne voulais pas. Répétez. Cela. Marcelo déglutit. J'étais juste inquiet. Tu agis impulsivement, comme Rodolfo ces derniers. Moi, avant de te suicider. Arthur termina sa phrase d'une voix dangereusement calme. C'est ce que tu insinues? Que je marche sur les traces de mon père? Clara décida qu'elle en avait assez entendu. Elle ouvrit grand la porte et entra dans la pièce, forçant les deux hommes à la regarder. Marcelo la toisa d'un œil calculateur, et elle vit le moment précis où il comprit qui elle était et ce qu'elle faisait là. « Bonjour », dit-elle simplement en se dirigeant vers la cuisine, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Clara », dit Arthur d'une voix soulagée, « comment as-tu dormi ?»« Eh bien, merci. » Elle prit une tasse et commença à préparer du café, consciente que Marcelo la surveillait. « Désolé de vous interrompre. Vous pouvez continuer à discuter. » Marcelo regarda Clara, Arthur, puis Clara. « Je ne savais pas que tu étais avec quelqu'un. »« Il y a beaucoup de choses que tu ignores sur ma vie, Marcelo, » répondit Arthur en s'approchant de Clara. « Clara, voici Marcelo Santos, mon vice-président. Marcelo, voici Clara. » Marcelo lui tendit la main, mais Clara fit semblant de ne pas voir, concentrée sur son café. Elle avait appris depuis longtemps à jauger les gens rapidement, et quelque chose chez Marcelo la mettait mal à l'aise. Peut-être était-ce sa façon de la regarder, comme s'il cherchait à évaluer sa valeur. Ou peut-être était-ce simplement de la paranoïa. Des années de clandestinité lui avaient appris à se méfier des nouveaux venus. « Eh bien, » dit Marcelo après un moment de gêne. « Arthur, je voudrais que tu reconsidères ta décision concernant la réunion de demain. Le sénateur Carvalho sera présent, et il a expressément demandé à te parler. » Clara faillit laisser tomber la tasse. Lentement, elle se tourna vers Marcelo, s'efforçant de garder une expression neutre. « Sénateur Carvalho », répéta. Arthur et Clara perçut la tension dans sa voix. « Oui, il est intéressé par des discussions sur des investissements dans le secteur portuaire. Cela pourrait être très rentable pour nous. » Clara échangea un rapide regard avec Arthur. C'était trop tôt. Il n'était pas encore prêt à se dévoiler et encore moins à affronter Carvalho directement. « J'y réfléchirai », dit finalement Arthur. « Arthur, tu ne peux pas te contenter de penser à une telle opportunité. Le sénateur est l'une des personnalités les plus influentes du pays. S'il souhaite faire affaire avec nous, j'ai dit que j'y réfléchirai, » coupa Arthur, et il y avait une finalité dans sa voix qui fit tressaillir Marcelo. « D'accord, mais j'ai besoin d'une réponse avant la fin de la journée. » Marcelo prit sa mallette et se dirigea vers la porte. « Et Arthur, quoi qu'il arrive dans ta vie privée, ne laisse pas ça compromettre l'entreprise. Beaucoup de gens dépendent de nous. » Lorsque la porte se referma derrière Marcelo, Clara sentit ses épaules se détendre. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle était tendue. « Est-ce qu'il soupçonne quelque chose ?» demanda-t-elle. « Non, Marcelo est juste protecteur envers l'entreprise. Il travaille avec moi depuis 10 ans. » Arthur s'approcha d'elle. Mais la mention du sénateur, Carvalho n'était pas une coïncidence. Clara hocha la tête. « Ils sont en déplacement. Ils essaient de t'attirer à une réunion pour t'évaluer et voir si tu représentes une menace. Comment pouvaient-ils savoir que tu étais avec moi? Ils ne le savent pas encore. Mais quelqu'un t'a vu me chercher, ou t'a vu dans le parc hier. Dans un réseau comme celui-ci, l'information circule vite. » Arthur passa une main dans ses cheveux,
visiblement inquiet. Est-ce que ça change nos plans? Clara réfléchit à la question. En fait, ça pourrait être une opportunité. Si on pouvait renverser la situation et utiliser cette réunion contre eux, c'est trop dangereux. Tout ce que nous allons faire est dangereux. La question est de savoir si nous voulons être réactifs ou proactifs. Arthur l'observa un instant. À quoi penses-tu? Il est encore trop tôt pour donner des détails. Mais d'abord, nous devons aller à Brass. Mère Katharina pourrait avoir des informations susceptibles de modifier notre stratégie. 1 heure plus tard, ils étaient dans la voiture d'Arthur, roulant à travers les rues animées de São Paulo en direction de Brass. Clara avait insisté pour porter des vêtements plus simples et une casquette pour dissimuler son visage, et elle avait demandé à Arthur d'en faire autant. C'était étrange de le voir sans son costume impeccable. En jean et t-shirt, il paraissait plus jeune, plus accessible. « Parlez-moi de Mère Catherine », dit Arthur en conduisant. « Elle gère un refuge pour femmes vulnérables depuis plus de 20 ans. Officiellement, c'est juste un endroit où les femmes peuvent dormir, manger et recevoir des soins médicaux de base. Officieusement, Clara marqua une pause. C'est une station de métro qui aide les femmes à échapper à des situations dangereuses. Est-ce qu'elle t'a aidé à te cacher? Pendant quelques mois, juste après mon évasion, c'est elle qui m'a appris à vivre invisible, à changer d'identité, à rester en sécurité. Clara regardait la ville défiler par la fenêtre. Sans elle, je serais morte dès les premiers jours. Ils arrivèrent à Brass en milieu de matinée. Le quartier grouillait d'activité. Les vendeurs ambulants vantant leurs produits, les bus déposant des passagers aux arrêts, l'odeur de la cuisine de rue se mêlant au vacarme incessant de la circulation. C'était un monde complètement différent, des quartiers huppés où vivait Arthur. Le refuge se trouvait dans une rue latérale, dans un vieux bâtiment qui avait connu des jours meilleurs. La façade était défraîchie et une petite pancarte discrète indiquait l'endroit comme « Maison de l'Espoir ». Clara frappa à la porte d'une manière particulière. 3 coups, une pause, 2 coups. La porte s'ouvrit révélant une femme noire d'une 60aine d'années, petite et corpulente, aux cheveux grisonnants attachés en chignon. Son regard, intelligent et méfiant, examinait d'abord Clara puis Arthur. « Clara », dit-elle d'une voix chaleureuse, « je me demandais quand tu arriverais. »« Salut, maman, ici Arthur. » Mère Catherine observa attentivement Arthur, et Clara vit la vieille femme se faire rapidement une idée. « Entrez, vite !» L'intérieur du refuge était simple mais propre. Il y avait des lits superposés alignés dans une grande pièce, une petite cuisine et quelques chaises disséminées où des femmes de tous âges discutaient à voix basse. Certaines jetaient des regards curieux aux visiteurs, mais la plupart restaient concentrées sur leurs propres activités. Mère Catherine les conduisit dans un petit bureau à l'arrière du bâtiment. La pièce était remplie de dossiers, de documents et de photos de femmes passées par le refuge. Clara reconnut quelques visages. Certaines avaient réussi à reconstruire leur vie, d'autres n'avaient pas eu cette chance. « Assieds-toi », dit Mère Catherine en fermant la porte derrière elle. « Clara, tu as meilleure mine, plus optimiste. » Clara sourit. « Les choses ont changé. J'imagine que oui si tu es là avec lui. » Mère Catherine se tourna vers Arthur. « Sais-tu qui elle est, ce qu'elle a traversé? »« Je sais. Et pourtant il est là. Je suis ici à cause de cela, pas malgré cela. » Mère Katharina hocha la tête, apparemment satisfaite de la réponse. « Eh bien, Clara m'a dit au téléphone que vous aviez besoin d'informations sur le réseau, plus précisément sur d'autres survivants. »« Oui, » répondit Clara. « Nous montons un dossier contre eux, mais nous avons besoin de plus de témoins. C'est dangereux, Clara, très dangereux. Les dernières femmes qui ont essayé de parler, que leur est-il arrivé ?» Mère Catherine soupira profondément. « 3 femmes sont venues ici ces 2 dernières années, toutes des survivantes du même réseau dont vous vous êtes échappées. 2 d'entre elles ont tenté de contacter la police. La 3e a essayé de parler à un journaliste. » Clara sentit son estomac se serrer. Et alors? La première a été retrouvée morte dans la rivière Tietê 3 jours après sa déposition. Un suicide, selon la police. La 2e a tout simplement disparu. Elle a quitté le refuge un matin et n'a plus jamais été revue. La 3e, Mère Katharina marqua une pause. La 3e est vivante, mais elle est trop terrifiée pour parler. Arthur se pencha en avant. Où est-elle? Ici, au refuge.
Elle s'appelle Teresa, mais ce n'est pas son vrai nom. Clara et Arthur échangèrent un regard. « On peut lui parler ?»« Tu peux essayer, mais elle ne parle du passé. À personne, même pas à moi. » Mère Catherine les ramena dans la pièce principale. Elle s'approcha d'une jeune femme, peut-être 25 ans, assise seule dans un coin en train de tricoter. La femme était belle, mais il y avait quelque chose de brisé dans sa posture, une fragilité que Clara reconnut immédiatement. « Teresa, » dit doucement Mère Catherine, « il y a des gens qui aimeraient te parler. » Teresa leva les yeux, et lorsqu'elle vit Clara, son expression changea du tout au tout. Reconnaissance, peur, et quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. « Toi, » murmura-t-elle, « je te connais. » Clara s'approcha lentement. « Salut, Teresa. Quel est ton vrai nom? »« Je ne peux pas, je ne peux. » Teresa regarda nerveusement autour d'elle. « Je ne peux pas parler de ça. »« Je comprends, » dit Clara en s'asseyant à côté d'elle. « Moi aussi, je me suis enfuie, de la maison d'Alphaville. » Les yeux de Teresa s'écarquillèrent. « Tu as réussi à t'en sortir? »« Je l'ai fait. Et maintenant, j'essaie d'aider d'autres personnes à obtenir justice. » Teresa secoua vigoureusement la tête. « Non, c'est impossible. Ils sont trop puissants. Ils ont des gens partout. »« Je sais, mais nous ne sommes plus les seuls. » Clara fit un geste vers Arthur. « Nous avons des ressources, des contacts. Nous pouvons te protéger. »« Personne ne peut me protéger, » dit Teresa, le désespoir perçant dans sa voix. « Tu ne comprends pas. Ils ont tué Camilla. Ils ont tué Sofia. Ils me tueront aussi s'ils découvrent où je suis. » Clara sentit son sang se glacer. Camilla? Camilla aux cheveux bouclés, qui chantait toujours quand elle était nerveuse. Teresa hocha la tête, les larmes coulant, sur son visage. Elle a essayé de tout raconter à un policier. 3 jours plus tard, on la retrouvait morte dans la rivière. Et Sofia? Sofia a parlé à un journaliste. Il a publié un article, mais sans citer de nom précis. Malgré cela, elle a disparu 1 semaine plus tard. Arthur s'approcha, d'une voix basse et calme. « Teresa, je comprends ta peur. Mais si nous ne faisons rien, d'autres femmes mourront. Tu as des informations qui peuvent contribuer à empêcher cela. » Teresa le regarda comme s'il était un extraterrestre. « Tu ne comprends pas. Ils ont de l'argent, du pouvoir, des relations. Qu'est-ce que tu as contre ça? »« La vérité, » dit simplement Clara. « La vérité ne suffit pas. Non, ce n'est pas suffisant, mais c'est un début. » Teresa resta silencieuse un long moment, les yeux fixés sur ses mains. Finalement, elle parla, d'une voix si basse que Clara dut se pencher pour l'entendre. « J'ai vu des documents, dans la maison, des listes avec les noms des clients, les montants, l'emplacement d'autres maisons. » Clara sentit son cœur s'emballer. Quel genre de documents? Des contrats. Comme si on était des marchandises à vendre. Il y avait des prix différents pour des choses différentes. Teresa marqua une pause, essuyant ses larmes. Et il y avait un calendrier, avec les noms des personnes importantes qui venaient aux fêtes. Des politiciens, des hommes politiques, des juges, des hommes d'affaires, des policiers. J'ai reconnu certains noms grâce à la télévision. Arthur se pencha en avant. « Tu te souviens de noms précis ?» Teresa hésita, puis murmura. « Le sénateur ?» Carvalho venait 1 fois par mois. Il demandait toujours la même chose. Une nouvelle jeune fille qui avait l'air effrayée. Clara ferma les yeux, revivant ses propres souvenirs. Il aimait la peur. Il disait que ça le rendait plus excité. « Tu l'as rencontré ?» demanda Teresa. Malheureusement, oui. Teresa observa le visage de Clara, et quelque chose changea dans son expression. « Si tu as réussi à lui échapper, peut-être qu'on peut vraiment faire quelque chose. »« C'est possible, » dit Clara fermement, « mais nous avons besoin de ton aide. » Teresa resta silencieuse un long moment, manifestement en proie à une lutte intérieure. Finalement, elle hocha la tête. « Que veux-tu savoir ?» Les 2 heures suivantes furent consacrées à une conversation intense. Teresa révéla des détails qui complétaient parfaitement les informations déjà détenues par Clara. Nom d'autres clients, description d'autres propriétés utilisées par le réseau, détails sur le fonctionnement des opérations. Plus, important encore, elle révéla quelque chose que Clara ignorait. Le réseau ne se limitait pas au Brésil. Il existait des connexions internationales avec des maisons similaires dans d'autres pays d'Amérique latine.
et le centre des opérations pour toute la région ne se trouvait pas à Alphaville, mais dans une ferme à l'intérieur de São Paulo, près de Campinas. C'est là qu'ils emmènent les filles quand elles arrivent d'autres pays, explique Teresa. C'est comme un centre de distribution. Ils décident qui va où, qui a quel rôle. Arthur prenait des notes discrètement, et Clara voyait la colère monter dans ses yeux à chaque révélation. Mais il restait calme, posant des questions précises, recueillant des détails. « Teresa, dit-il finalement, seriez-vous prête à témoigner, officiellement ?» Teresa secoua aussitôt la tête. « Je ne peux pas, s'il découvre que j'ai parlé, et si on assurait ta protection. Et si on te faisait sortir du pays avant que quelqu'un ne puisse te faire du mal. Comme ?» Arthur regarda Clara qui hocha la tête. Il était temps de révéler au moins une partie de ses ressources. « J'ai des contacts dans d'autres pays. Je peux vous trouver une nouvelle identité, un refuge, un emploi. Vous n'aurez plus jamais à vous en soucier. » Teresa réfléchit un long moment. « Et en retour, en échange, vous rédigerez une déclaration détaillée avant votre départ, un document que nous pourrons utiliser comme preuve. Et si ça ne marche pas? Et s'ils l'apprennent quand même ?» Clara toucha doucement le bras de Teresa. « Au moins, on aura essayé. Et peut-être que notre tentative contribuera à sauver d'autres filles qui vivent ce que nous avons vécu. » Teresa ferma les yeux, et Clara vit des larmes commencer à couler. « Je pense à elles tous les soirs, à celles qui sont encore là, à celles qui arriveront demain, la semaine prochaine. Alors aidez-nous à les sauver. » Teresa ouvrit les yeux et regarda Clara droit dans les yeux. « D'accord, je le fais. » Lorsqu'ils quittèrent le refuge, il était déjà midi. Le soleil de mars brillait de 1000 feux et les rues de Brasse grouillaient encore d'activité. Clara se sentait étrangement optimiste. Pour la première fois, elle avait le sentiment qu'il pourrait enfin constituer un dossier solide. Elle était courageuse. « Père, dit Arthur alors qu'il retournait à la voiture. « Oui, et maintenant nous avons 2 témoins, des documents photographiques et des informations sur le lieu d'autres opérations. C'est suffisant pour commencer. » Clara s'arrêta de marcher. « Arthur, à propos de la rencontre avec le sénateur Carvalho, n'y allons pas, c'est trop dangereux. En fait, je pense que nous devrions peut-être y aller. » Arthur se tourna vers elle, visiblement surpris. « Clara, es-tu folle s'il te reconnaît? » « Il ne me reconnaîtra pas. J'ai beaucoup changé depuis que j'ai quitté la maison. Et puis... » Clara sourit et il y avait quelque chose de dangereux dans son expression. « Il est peut-être temps que j'affronte mes démons. C'est fou. C'est stratégique. Imaginez, si on peut l'enregistrer en train de parler de l'entreprise, si on peut obtenir des preuves de première main. Et s'il découvre qui tu es, et si c'était un piège ?» Clara réfléchit aux questions. Ensuite, nous avons improvisé. Arthur secoua la tête. « Je n'aime pas cette idée. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Tu dois me faire confiance. » Ils atteignirent la voiture, mais avant qu'Arthur puisse ouvrir la portière, Clara le saisit par le bras. « Arthur, j'ai une question à te poser. »« Quoi? Tu fais ça pour moi, à cause de ce que tu ressens pour moi ?» Arthur la fixa, du regard. « En partie, oui. Ce n'est pas une réponse suffisante. » « Pourquoi? » « Ah, mais parce que si tu fais ça juste pour moi, tu vas prendre des décisions basées sur l'émotion, pas sur la logique. Et ça pourrait nous tuer tous les deux. » Arthur resta silencieux un instant, réfléchissant à ses paroles. « Tu as raison. Au début, c'était à propos de toi, de gratitude, d'autres choses que je ressens pour toi. Et maintenant? Il s'agit de justice maintenant, d'arrêter les monstres qui détruisent des vies innocentes, de faire ce qui est juste. » Arthur marqua une pause. « Tu as changé cela en moi, Clara. Tu m'as rappelé que certaines choses valent la peine de se battre, quel qu'en soit le prix. Personnel. » Clara sourit et cette fois c'était un sourire sincère, plein de chaleur. « D'accord. Alors allons à cette réunion. » Clara. « Arthur, j'ai passé 2 ans à apprendre à décrypter cet homme. Je sais comment il pense, comment il agit, ce qui le motive. Si quelqu'un peut lui soutirer des informations sans éveiller les soupçons, c'est bien moi. » Arthur semblait toujours inquiet, mais il hocha la tête. « D'accord, mais on fera les choses à ma façon, avec toutes les précautions possibles. »« Je suis d'accord. » Ils montèrent dans la voiture et commencèrent le voyage de retour vers Moema. Clara regardait par la fenêtre, observant la ville défiler,
mais son esprit était concentré sur ce qu'elle avait à faire le lendemain. Ce serait la première fois qu'elle verrait le sénateur Carvalho depuis son évasion, la première fois qu'elle devrait faire semblant de ne pas le reconnaître, tandis que chaque fibre de son être hurlait de dégoût et de terreur. Mais ce serait aussi la première fois qu'elle le considérerait comme son égal, et non comme « t'as une victime ». Et cela faisait toute la différence, hein, Clara, dit soudain Arthur. Oui, à propos des règles que tu as établies, à propos de ne pas t'approcher avant la fin de tout ça. Clara se tourna vers lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Il devient de plus en plus difficile de les respecter. Clara sentit son cœur s'emballer, mais elle garda une voix calme. Pourquoi? Parce que chaque jour que je passe avec toi, plus je tiens à toi. Et demain, quand tu seras dans la même pièce que ce monstre, je vais devoir faire comme si nous n'étions que des partenaires d'affaires. C'est exactement ce que nous sommes. Clara, nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Clara resta silencieuse un instant. C'était vrai. Les règles qu'elle avait établies devenaient de plus en plus difficiles à respecter. La proximité constante, la confiance grandissante, le regard d'Arthur alors qu'il pensait qu'elle ne le regardait pas. Tout cela brisait ses défenses soigneusement construites. « Les règles s'appliquent toujours », dit-elle finalement. Pourquoi? Parce que si nous nous laissons emporter par nos émotions maintenant, nous commencerons à prendre des décisions avec notre cœur plutôt qu'avec notre tête, et cela pourrait nous tuer. Arthur hocha la tête, mais Clara voyait bien qu'il n'était pas satisfait de la réponse, et honnêtement, elle non plus. Mais il devait être pragmatique. Il devait être intelligent. Il devait survivre. Ils arrivèrent à l'appartement d'Arthur en fin d'après-midi. Pendant qu'il consultait ses emails et passait quelques coups de fil pour organiser la réunion du lendemain, Clara s'isola dans la chambre d'amis pour se préparer mentalement à ce qui allait suivre. Elle s'assit dans son lit et ferma les yeux, s'efforçant de revivre des souvenirs qu'elle avait tenté d'oublier. L'odeur de l'eau de Cologne du sénateur, le son de sa voix, son sourire lorsqu'il était content, la façon dont son regard changeait lorsqu'il était en colère. Elle devait se souvenir de tous ces détails. Elle devait se préparer à le revoir, sans se laisser trahir par ses émotions. Un léger coup frappé à la porte la sortit de ses pensées. « Clara, puis-je entrer ?»« Entre. » Arthur ouvrit la porte, portant un plateau avec du thé et des sandwichs. « J'ai pensé que tu avais peut-être faim. »« Merci. » Clara prit la tasse de thé, reconnaissante de la chaleur qui se répandait dans ses mains. Arthur s'assit dans le fauteuil à côté du lit. « Comment te sens-tu » ? Nerveuse, terrifiée, anxieuse. Clara sourit ironiquement. Le QCM, habituel. On n'est pas obligé de faire ça, tu sais. On peut trouver une autre solution. Non, c'est impossible. C'est notre meilleure chance d'obtenir des preuves directes. Arthur resta silencieux un instant. Clara, puis-je te poser une question personnelle? Il le peut. Qu'avez-vous ressenti à son égard? À l'égard du sénateur? Ah, à l'époque? Clara réfléchit attentivement à la question. Elle-même se l'était posée à maintes reprises. De la haine surtout, mais aussi du soulagement. Relief, parce qu'être sa préférée me garantissait une relative sécurité. Les autres filles devaient affronter des clients différents chaque soir, certains violents, d'autres sadiques. Moi, je n'avais affaire qu'à lui. Clara s'arrêta, remuant son thé distraitement. Il y a eu des moments, Dieu me pardonne, où je pouvais presque prétendre que nous étions un couple normal. Il pouvait être charmant quand il le voulait, intelligent, drôle même. Dans ces moments-là, c'était plus facile à supporter. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne, Clara. Non, j'ai souri à l'homme qui a tué des filles innocentes. J'ai feint le plaisir quand il m'a touché. Je lui ai dit que je l'aimais quand il avait besoin de l'entendre. Tu as fait ce que tu devais faire pour survivre. Parfois, je me demande si ce n'était que de la survie, si à un certain niveau je n'avais pas. Clara s'interrompit, incapable de terminer sa phrase. Non quoi? Si je n'avais pas commencé à développer de vrais sentiments pour lui, le syndrome de Stockholm peut-être, ou juste la solitude. Arthur se leva et s'approcha du lit, s'asseyant au bord. Clara, regarde-moi. Elle obéit, rencontrant ses yeux sombres et doux. Tu étais une victime, une survivante.
Tous tes sentiments étaient une réaction naturelle à une situation impossible. Cela ne fait pas de toi une complice. Cela ne fait pas de toi une moindre victime. Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Comment peux-tu en être si sûre? Parce que je vois qui tu es maintenant. Je vois le courage, la force, la compassion. Je vois une femme prête à tout risquer pour sauver les autres. C'est qui tu es vraiment. Clara se pencha en avant, posant son front sur son épaule. Arthur hésita un instant, puis l'entoura de ses bras et la serra doucement. « J'ai peur, » murmura-t-elle. « Je sais. J'ai peur de le revoir. J'ai peur que toutes les défenses que j'ai érigées s'effondrent quand je le regarderai dans les yeux. Cela n'arrivera pas. Comment? Peux-tu en être sûr? » Arthur se recula légèrement pour la regarder. « Parce que tu n'es plus la même personne que dans cette maison. Tu as trouvé ta force, et parce que je serai là pour toi. » Clara l'observa un instant, lisant la sincère détermination dans son regard. « Arthur, si les choses tournent mal demain, ils ne le donneront pas. Mais si c'est le cas, je veux que vous sachiez que ces derniers jours ont été les premiers depuis des années où je me suis senti vraiment vivant. » Arthur porta la main à son visage, essuyant une larme qui avait coulé. « Clara ?» ?»« Non, laisse-moi finir. » Clara prit une grande inspiration. « Quand je t'ai sauvé cette nuit-là, je pensais faire ce que toute personne bien aurait fait. Mais maintenant, je réalise que tu m'as sauvé aussi. Tu m'as donné de l'espoir, tu m'as donné un but, tu m'as donné bien plus que ça. » Quoi? Une raison de vivre. Ils restèrent ainsi un moment, le regard dans les yeux, et Clara sentit les règles qu'elle avait établies commencer à s'effriter. Il y avait entre eux quelque chose de magnétique, une attirance qui allait bien au-delà du physique. Lentement, Arthur se pencha vers elle. Clara savait qu'elle devait s'écarter, maintenir la distance qu'elle avait tant insisté pour conserver. Mais lorsque ses lèvres touchèrent les siennes, toute pensée rationnelle disparut. Le baiser commença doucement, hésitant, mais s'approfondit rapidement. Clara se serra contre lui, les mains serrées dans sa chemise, et pendant un instant, glorieux, elle put tout oublier. La peur, le danger, les souvenirs douloureux. Il n'y avait qu'Arthur, la chaleur de son corps, le goût de ses lèvres. C'est Clara qui s'est éloignée la première, respirant lourdement. « Nous ne pouvons... »« Passe, » murmura-t-elle. « Je sais. »« Les règles ?»« Je sais, » répéta Arthur, sans toutefois s'écarter complètement. « Mais Clara, tu dois savoir, peu m'importe ce qui se passera demain, peu m'importe les risques, tu mérites tous les dangers. » Clara sentit son cœur s'emballer. « Arthur, je t'aime, » dit-il simplement. « C'est peut-être trop tôt pour le dire. C'est peut-être trop compliqué dans les circonstances, mais c'est vrai. Et je voulais que tu le saches avant demain. » Clara le fixa du regard, lisant la sincérité absolue dans ses yeux. Une part d'elle-même voulait lui dire qu'elle l'aimait aussi, parce que si elle était honnête avec elle-même, c'était vrai. Mais une autre part d'elle savait que le dire changerait tout, l'empêcherait de rester concentrée sur ce qu'ils avaient à faire. « Arthur, » dit-elle finalement, « repose-moi la question quand ce sera fini. » Il sourit, et son expression était pleine de tristesse. « Promis, il y aura un après ?»« Je promets que je me battrai pour en avoir un. » Arthur hocha la tête et se leva. « Repose-toi. Demain va être une longue journée. » Il était presque arrivé à la porte lorsque Clara reprit la parole. « Arthur? Oui? Merci de m'avoir donné une raison de croire que se battre en vaut la peine. » Après son départ, Clara resta seule avec ses pensées. Le baiser brûlait encore sur ses lèvres, et elle savait qu'elle avait franchi une ligne infranchissable. Les règles qu'elle avait établies étaient transgressées, et cela la terrifiait autant qu'il l'excitait. Mais peut-être était-ce ce dont elle avait besoin. Peut-être avait-elle besoin d'une cause plus grande que sa propre survie. Peut-être avait-elle besoin d'amour, même si elle ne pouvait pas encore le dire à voix haute. Dehors, le soleil se couchait sur Sao Paulo, teintant le ciel de couleurs annonciatrices d'un nouveau jour. Et avec ce nouveau jour viendrait l'heure, de vérité, le moment où elle devrait affronter l'homme qui hantait ses cauchemars depuis des années. Mais cette fois, elle ne serait pas seule. Et cette fois, elle ne serait pas une victime. Cette fois, elle serait une chasseuse. Le lendemain matin, Clara se réveilla avant le réveil. Elle avait peu dormi, mais se sentait étrangement calme. C'était comme si toutes les émotions contradictoires de la nuit précédente
s'était apaisée en une détermination sereine et concentrée. Elle prit une longue douche, se préparant mentalement au rôle qu'elle allait devoir jouer. Elle ne serait pas Clara, la survivante qui avait échappé, au réseau de trafiquants. Elle serait Marina, l'assistante personnelle d'Arthur Bénard, une femme professionnelle et sûre d'elle qui n'avait rien à cacher. Lorsqu'elle quitta la pièce, Arthur était déjà dans la cuisine en train de préparer du café. Il portait un costume sombre qui le rendait encore plus imposant, et Clara ressentit une pointe de fierté. Il serait parfait pour le rôle de l'homme d'affaires prospère, intéressé par de nouveaux investissements. « Bonjour, dit-elle. « Bonjour, comment vous sentez-vous »« Prêt. » Arthur l'observa attentivement. Clara avait choisi une tenue classique, une jupe sombre, un chemisier blanc et les cheveux tirés en arrière en un chignon strict. Il y avait quelque chose de différent chez elle, une froideur professionnelle qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Clara ?»« Oui ?»« Tu as l'air différent. » Clara sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Je suis dans le personnage. Marina est différente de Clara. Arthur hocha la tête, compréhensif, mais quelque chose dans son regard l'inquiétait, une distance qui n'était pas présente la veille. « Tu te souviens des règles d'aujourd'hui » demanda Clara. « Je m'en souviens, tu es mon assistant personnel. Nous travaillons ensemble depuis 6 mois. Tu as accès à des informations confidentielles, mais tu ne prends pas de décisions importantes. ET, et si quelque chose ne va pas, nous suivons le plan d'urgence. » Clara hocha la tête. « Super, alors allons-y. » Alors qu'il se rendait au lieu de rendez-vous, un hôtel de luxe à Jardin, Clara repassa mentalement chaque détail dont elle avait besoin de se souvenir concernant le sénateur Carvalho. Ses manières, ses préférences, sa façon de traiter ses subordonnés plutôt que ses égaux. Mais surtout, elle se préparait à le revoir sans se laisser dominer par le passé, car aujourd'hui, elle n'était pas sa victime. Aujourd'hui, elle était sa chasseuse. Et le sénateur Carvalho n'avait aucune idée que son ennemi était revenu pour le détruire. Le Copacabana Palace Hotel de São Paulo était le genre d'endroit où les puissants faisaient des affaires à l'abri des regards indiscrets. Situé dans une rue discrète du quartier des Jardins, l'hôtel offrait une intimité absolue et une discrétion garantie. Clara savait que le choix de cet emplacement n'était pas dû au hasard. Le sénateur Carvalho avait toujours privilégié les environnements où il pouvait contrôler toutes les variables. Arthur gara la voiture et se tourna vers Clara. Dernière chance de changer d'avis. Clara ajusta le collier de fausses perles qu'elle avait choisi pour compléter son déguisement. « Je ne changerai pas d'avis. » « Est-ce que l'enregistreur fonctionne ?» Clara toucha discrètement, le petit stylo accroché au revers de son blazer. L'appareil était si petit qu'il ressemblait à un simple ornement, mais il captait les conversations avec une clarté cristalline. « Ça marche. » « Et s'il te reconnaît ?»« Il ne me reconnaîtra pas. J'ai beaucoup changé, et de toute façon, il n'a jamais vraiment prêté attention à mon visage. Pour lui, je n'étais qu'une fonction. » Arthur serra les poings. « Clara, si jamais tu te sens mal à l'aise, je sais. Code jaune pour partir immédiatement, code rouge si vous avez besoin d'aide en urgence. » Ils entrèrent ensemble, dans l'hôtel, et Clara s'efforça de conserver la posture droite et assurée qu'elle avait adoptée. Le hall était élégant, sans ostentation, décoré de meubles en cuir et d'œuvres d'art contemporaines. Quelques personnes s'attardaient sur les canapés, discutant à voix basse d'affaires et de politique. Marcelo les accueillit près des ascenseurs. « Arthur, je suis content que tu aies décidé de venir. »« Marcelo, voici Marina, mon assistante personnelle. » Clara lui tendit la main avec un sourire professionnel. « Enchanté, Monsieur Santos. » Marcelo lui serra la main et l'examina rapidement. « Tout le plaisir est pour moi. Arthur a fait l'éloge de votre travail. C'est un patron exigeant mais juste. » Ils montèrent au 10e étage, où une suite avait été réservée pour la réunion. Clara sentait son cœur battre plus vite à chaque étage, mais elle gardait une expression sereine. Elle avait revécu ce moment des centaines de fois. « Le sénateur est-il déjà arrivé ?» demanda Arthur. « Il est arrivé il y a quelques minutes. Il a hâte de vous rencontrer. » La porte de la suite s'ouvrit, révélant un espace élégant surplombant la ville. Une table de conférence occupait le centre, quelques fauteuils disséminés un peu partout,
et un balcon offrant une vue panoramique. Près de la fenêtre, dos à la porte, se tenait une silhouette que Clara a reconnue immédiatement. Le sénateur. Eduardo Carvalho se retourna à leur entrée et un sourire politique se dessina sur son visage. Il était plus âgé que dans les souvenirs de Clara, plus de cheveux gris, plus de rides autour des yeux, mais il conservait la même prestance qu'il avait toujours eue. « Arthur Benard », dit-il en s'approchant à bras ouverts. « Quel plaisir de vous rencontrer enfin. J'ai entendu dire que votre entreprise était excellente. » Clara se tenait un pas derrière Arthur, comme il se doit pour une assistante, tandis que les deux hommes se saluaient. Lorsque le sénateur la regarda, il ne la reconnut que vaguement, une femme d'affaires sans rapport avec les affaires des hommes. « Sénateur, tout le plaisir est pour moi, » répondit Arthur. « Voici Marina, mon assistante. Elle prendra des notes pour la réunion. » Le sénateur fit un signe de tête distrait en direction de Clara. « Bien sûr, bien sûr. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Clara était assise sur une chaise, ouvrant un ordinateur portable et faisant semblant de se préparer à prendre des notes. Sa position lui permettait de bien voir les deux hommes et permettait à l'enregistreur de capter facilement leur conversation. « Eh bien, dit le sénateur en se versant un whisky coûteux, j'imagine que vous êtes curieux de connaître la proposition que j'ai pour vous. »« C'est assez curieux, » confirma Arthur. « Il s'agit d'une opportunité dans le secteur portuaire, notamment dans l'expansion des opérations de fret du port de Santos. » Clara leva discrètement les yeux. Le port de Santos était fréquemment mentionné dans les documents qu'elle avait photographiés. C'était l'une des principales voies d'entrée du trafic international. « Quel genre d'extension ?» demanda Arthur. « De nouvelles installations de stockage, des équipements plus modernes et surtout... » Jouk, le sénateur se pencha en avant. « De nouveaux canaux d'importation pour les produits spécialisés. »« Des marchandises spéciales ?» Le sénateur sourit avec une expression quelque peu prédatrice. « Disons simplement que toutes les marchandises qui arrivent au Brésil ne passent pas par les voies officielles. Il y a toujours une demande de flexibilité dans les processus d'inspection. » Clara sentit son estomac se retourner. Il proposait à Arthur de participer directement aux opérations de contrebande. « Je vois, » dit Arthur prudemment. « Et quel retour puis-je espérer de cet investissement ? » « Constant. On parle de marge bénéficiaire de 300 à 500%. Bien sûr, cela comporte des risques, mais avec les protections adéquates... » « Quelle protection ?» Le sénateur fit un geste vague. « J'ai de bonnes relations avec l'IRS, la police fédérale et le ministère public. Avec les bons contacts, beaucoup de problèmes disparaissent, tout simplement. » Clara retranscrivait chaque mot, mais une partie de son esprit était concentrée sur quelque chose de plus précis. Il y avait quelque chose de familier dans le comportement du sénateur, une confiance excessive, un air de totale sécurité. C'était ainsi qu'elle se souvenait de lui lors des fêtes au manoir. « Sénateur, » dit Arthur, « puis-je être direct? Quelle garantie ai-je que cette opération est légitime ?» Le sénateur rit et ce son fit frissonner Clara. « Mon cher Arthur, la légitimité est une notion relative. Ce qui compte, c'est la rentabilité et la discrétion. Et s'il y a des enquêtes, il n'y en aura pas, je vous le garantis personnellement. Comment peux-tu en être si sûr ?» Le sénateur se renversa dans son fauteuil, visiblement satisfait de lui-même. « Parce que je contrôle les personnes qui mènent ces enquêtes. Shérifs, procureurs, juges, ils ont tous leur prix ou leur faiblesse. » Clara vit Arthur se pencher légèrement en avant. « Des faiblesses ?» « Tous les hommes puissants ont des vices, Arthur. Certains aiment les jeux d'argent, d'autres la drogue, d'autres encore. » Le sénateur marqua une pause significative. Ils ont des goûts plus spécifiques en matière de divertissement. Le cœur de Clara s'arrêta un instant. Il faisait allusion au fait, aux filles du manoir. « Du divertissement ?» répéta Arthur. « Tu es célibataire, Arthur. Tu comprends sûrement que parfois on a besoin d'une compagnie spéciale, une compagnie qui ne pose pas de questions, qui ne raconte pas d'histoire. » Clara sentit la nausée lui monter à la gorge. Il offrait à Arthur l'accès aux filles. « Quel genre de compagnie ?» demanda Arthur, et Clara perçut la tension dans sa voix. Le sénateur regarda autour de lui d'un air conspirateur, comme s'il s'apprêtait à révéler un précieux secret.
J'ai accès à des jeunes femmes très spéciales, discrètes, bien formées, totalement dignes de confiance. Certaines sont spécialement importées pour des clients exigeants. Clara ferma les yeux un instant, s'efforçant de garder son sang-froid. C'était exactement comme dans ses souvenirs. Il parlait des êtres humains comme s'ils étaient des produits. Importés, demanda Arthur, surtout des latino-américaines, des jeunes filles jolies et désespérées, beaucoup plus, coopératives que les brésiliennes. Le sénateur rit de nouveau. D'ailleurs, j'ai une maison où je garde quelques-unes de mes préférées. Tu devrais venir un de ces jours. Je suis sûr qu'on trouverait quelque chose à ton goût. Clara ouvrit les yeux et croisa un instant le regard d'Arthur. Une fureur meurtrière se lisait dans son regard, mais il garda une expression neutre. « Intéressant, » dit Arthur. « Et ces filles, sont-elles dignes de confiance ?»« Absolument, vous savez que si vous parlez de ce que vous avez vu ou entendu, » le sénateur fit un geste de la gorge tranchée. « Les problèmes disparaissent, définitivement. » C'est à ce moment-là que Clara comprit qu'elle avait suffisamment de preuves. Le sénateur avait avoué non seulement son implication dans la traite des êtres humains, mais aussi un meurtre. Tout était enregistré. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le sénateur se leva pour aller chercher de la glace et son regard se posa sur Clara. Cette fois, au lieu de la dépasser, distraitement il s'arrêta. Il étudia son visage de plus près. Clara garda une expression professionnellement neutre, mais son sang se glaça lorsqu'elle vit la reconnaissance commencer à se former dans ses yeux. « Marina, n'est-ce pas ?» dit-il lentement. « Oui, monsieur. » Le sénateur continua de la fixer, et Clara vit le moment précis où le souvenir lui revint en mémoire. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, puis se rétrécirent. « Comme c'est intéressant, » murmura-t-il. « Je me rappelle quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années. » Clara força un sourire poli. « Ce doit être une coïncidence. J'ai un visage ordinaire. »« Non, ce n'est pas courant. En fait, c'est assez spécifique. » La sénatrice s'approcha d'elle, et Clara sentit son instinct lui crier de courir. « Quel était votre nom de famille, déjà ?»« Lopes, » répondit Clara en gardant sa voix ferme. « Marina Lopes. » Le sénateur répéta le nom, savourant chaque syllabe. « Et depuis combien de temps travaillez-vous pour M. Bénard ?»« 6 mois. »« 6 mois. » Le sénateur hocha lentement la tête. « Et avant ?» Clara sentit Arthur bouger légèrement sur sa chaise, prêt à agir. « Je travaillais pour un cabinet de conseil. » « Quelle entreprise ?» La question était pleine de suspicion. Clara réalisa qu'elle perdait le contrôle de la situation. « Santos & Associates » a-t-elle menti. « Intéressant. Je connais bien le marché du conseil à São Paulo. Je n'avais jamais entendu parler de cette entreprise. » Le silence qui suivit fut tendu. Clara sentait le sénateur scruter chaque détail de son visage, cherchant confirmation des soupçons qui grandissaient dans son esprit. « Sénateur, » intervint Arthur, « pouvons-nous revenir à la discussion sur les investissements ? Marina doit bientôt retourner au bureau. » Mais le sénateur ne quittait pas Clara des yeux. « Tu sais, il y a quelques années, j'ai rencontré une jeune femme qui te ressemblait beaucoup. Mêmes yeux, même visage. Elle travaillait pour moi dans un domaine particulier. » Clara sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Ça a dû être une coïncidence. Peut-être, mais cette jeune femme a disparu une nuit. Elle a tout simplement disparu. Je me suis toujours demandé ce qui lui était arrivé. « C'est un sénateur, » dit Arthur d'une voix un peu plus forte. « Il faut vraiment qu'on passe aux choses sérieuses. » Le sénateur finit par détourner le regard de Clara, mais le sourire qu'il adressa à Arthur était plein de malice. « Bien sûr, bien sûr. Mais Arthur, tu devrais faire plus attention à qui tu emploies. Parfois, les gens ne sont pas ceux qu'ils semblent être. » Clara savait qu'il devait partir, maintenant. « En fait, dit-elle en se levant, j'ai des appels urgents à passer. Puis-je utiliser une autre pièce ?»« Certainement, » dit le sénateur, mais il y avait quelque chose de dangereux dans son regard. « Marcelo peut montrer la voie. » Clara quitta la pièce avec Marcelo, mais elle savait que le sénateur était méfiant. Elle disposait de quelques minutes, tout au plus avant qu'il ne décide d'agir en fonction de ses soupçons. Dans le couloir, elle fit semblant de téléphoner tout en réfléchissant rapidement. Ils avaient ce qu'il leur fallait. Des aveux enregistrés qui pouvaient anéantir le sénateur, mais maintenant ils étaient en danger immédiat. Elle retourna dans la pièce où elle trouva Arthur et le sénateur engagés dans une conversation tendue. Arthur.
dit-elle. L'appel que tu attendais est arrivé. Il faut qu'on retourne au bureau immédiatement. Arthur se leva. Sénateur, c'était un plaisir. J'étudierai votre proposition et vous recontacterai. Bien sûr, le sénateur se leva également mais ne vint pas lui dire au revoir. Mais Arthur, une dernière chose. Oui? Faites attention à qui vous faites confiance. Parfois, nos pires ennemis sont plus proches qu'on ne le pense. Ils quittèrent la suite en silence, mais Clara sentait le regard du sénateur la brûler dans le dos. Dans l'ascenseur, elle murmura à Arthur « Il sait. » J'ai perçu. Femme qu'il faut qu'on quitte la ville. Tout de suite. Ils atteignirent le rez-de-chaussée et se dirigèrent vers le parking, mais Clara remarqua quelque chose qui la glaça. Deux hommes se tenaient à côté de la voiture d'Arthur, faisant semblant de discuter tranquillement, mais observant visiblement. « Ne va pas à la voiture, » murmura-t-elle. « Pourquoi ? Ils ont déjà envoyé des gens. Sortons par l'entrée. » De service. Clara guida Arthur à travers les couloirs de service de l'hôtel, une compétence qu'elle avait acquise durant ses années de vie clandestine. Ils sortirent par une porte de service et se mêlèrent à la foule dans la rue. « Où allons-nous ?»« Maintenant ?» demanda Arthur. « Nous devons trouver les preuves que je cache. S'ils me reconnaissent, ils tenteront de détruire tout ce qui pourrait nous incriminer. » Ils prirent un taxi et se dirigèrent vers Brass. Pendant le trajet, Clara vérifia si l'enregistreur avait tout enregistré. La qualité était parfaite. Chaque mot, chaque confession, chaque menace. « Nous le tenons », dit-elle à Arthur. « Nous avons suffisamment de preuves pour détruire non seulement le sénateur, mais tout le réseau. Et maintenant, nous mettons désormais en œuvre le plan dont nous avons discuté. Nous contactons des journalistes internationaux et envoyons simultanément des copies à plusieurs agences d'investigation. » Ils arrivèrent au refuge de Mère Catherine, mais découvrirent une scène qui fit s'arrêter le cœur de Clara. Une voiture de police était garée devant et plusieurs personnes étaient rassemblées sur le trottoir. « Que se passe-t-il » demanda Arthur au chauffeur de taxi. « Je ne sais pas, patron. On dirait qu'il y a eu un problème au refuge. » Clara sauta du taxi avant même qu'il ne s'arrête complètement. Elle courut dans la foule où elle trouva une des femmes qui vivait au refuge. « Que s'est-il passé ? Où est Mère Catherine ?» La femme, les yeux rougis par les pleurs, saisit Clara par le bras. « Ils l'ont emmenée, et Teresa aussi. »« Qui l'a pris ?»« La police. Ils ont dit qu'ils étaient impliqués dans quelque chose d'illégal. Mais Mère Catherine ne ferait jamais rien de mal. » Clara sentit le monde tourner. Quand est-ce arrivé ? Il y a 1 heure, juste après que ces hommes en costume soient entrés et aient parlé aux policiers. Arthur s'approcha, écoutant la conversation. « Clara, il faut qu'on y aille. Je ne peux pas abandonner Teresa. Elle est en danger à cause de nous. Et nous aussi si nous restons ici. » Clara savait qu'il avait raison, mais la culpabilité la rongeait. Teresa avait accepté de l'aider, et maintenant, elle en payait le prix. « Allons-y, » dit-elle, finalement. « Mais sauvons Teresa et Mère Catherine. » Ils prirent un autre taxi et se dirigèrent vers un petit appartement que Clara occupait en centre-ville, l'une de ses nombreuses cachettes. C'était un endroit simple mais sûr où elle conservait des documents importants. « Les preuves sont-elles là ?» demanda Arthur. « Certains, mais les principaux sont ailleurs. » Clara ouvrit un coffre-fort caché derrière une étagère et en sortit une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des clés USB, des photos et des documents qu'elle avait accumulés au fil des ans. « C'est tout ? Non, il y a autre chose. » Clara hésita. « Arthur, j'ai quelque chose à te dire. »« Quoi ? » ?»« Quand je me suis échappé du manoir, je n'ai pas seulement emporté des preuves. J'ai emmené une personne. » Arthur fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?»« Une fille. Elle n'avait que 15 ans. Elle était arrivée à la maison la semaine précédente. Je ne pouvais pas la laisser là. Où est-elle maintenant ? En sécurité, avec une famille qui l'a adoptée de manière informelle. Mais elle a vu tout ce que j'ai vu. En fait, elle a vu plus encore. Elle a fréquenté d'autres foyers du réseau avant d'arriver à Alphaville. » Clara prit un téléphone prépayé et composa un numéro. « Maria ? C'est moi, Clara. J'ai besoin de parler à Anna. » Quelques minutes plus tard, une jeune voix répondit « Clara, contente d'avoir de tes nouvelles. »« Anna, ma chère, j'ai besoin de ton aide. Te souviens-tu de ce que tu as vu dans les maisons, des gens que tu as rencontrés ? Je me souviens de tout. Je n'ai jamais pu oublier. Je monte un dossier contre eux, contre le sénateur et tous les autres.
Seriez-vous prêt à témoigner? Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Peuvent-ils me trouver? Pas si on s'y prend bien. Je te ferai sortir du pays avant que quoi que ce soit ne soit publié. Et les autres filles, celles qui sont encore coincées, Clara, ferma les yeux. Sauvons-les, tous. Alors oui, je témoignerai. Clara donna à Anna des instructions précises sur le lieu de rendez-vous, puis raccrocha. Nous avons notre deuxième témoin. Clara, ça devient trop dangereux. Ils ont déjà arrêté Teresa et Mère Catherine, s'ils découvrent pour Anna. C'est pourquoi nous devons agir vite. Clara ouvrit son ordinateur portable et se mit au travail. Je vais envoyer tout ce que nous avons aux contacts internationaux, simultanément. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activités frénétiques. Clara et Arthur envoyèrent des preuves à des journalistes d'investigation de 3 pays différents, à Interpol, à des organisations de défense des droits humains et au FBI. Non seulement les documents qu'ils avaient à collecter, mais aussi les déclarations enregistrées de Teresa et de nouveaux enregistrements de la rencontre avec le sénateur. Tandis qu'ils travaillaient, les nouvelles commencèrent à arriver. Mère Catherine avait été libérée. Apparemment, la pression internationale avait agi plus vite que prévu. Mais Teresa manquait toujours à l'appel. Elle avait commencé son parcours en tant que victime. Elle était devenue une survivante. Et maintenant, enfin, elle était simplement une femme amoureuse, prête à construire l'avenir qu'elle avait toujours mérité. À l'autre bout du pays, à São Paulo, Teresa commençait elle aussi une nouvelle vie. Avec l'aide d'une organisation internationale, elle avait obtenu la nationalité d'un autre pays et étudiait le droit. Ses premiers mots à Clara lors de leur dernière conversation avaient été « J'aiderai d'autres filles comme nous ». Anna a continué à grandir forte et en bonne santé avec sa famille adoptive, et elle a décidé que lorsqu'elle serait plus âgée, elle voulait travailler avec des organisations qui aidaient les survivants de la traite des êtres humains. Et Mère Catherine avait reçu un financement pour agrandir son refuge, le transformant en un réseau national de maisons d'hébergement. Le combat n'était pas terminé. Il y avait encore des monstres dans le monde, des filles à sauver. Mais désormais, l'espoir était là. Des gens étaient prêts à se battre, des survivants étaient devenus des guerriers, et parfois, juste parfois, l'amour a vraiment tout, vaincu. Le lendemain matin, Clara se réveilla dans les bras d'Arthur et, pour la première fois de sa vie d'adulte, elle n'eut pas peur en ouvrant les yeux. Elle ne vérifia pas les sorties, ne planifia pas d'échappatoire, ne se demanda pas si ce jour serait le dernier. Au lieu de cela, il a simplement souri et murmuré « Bonjour, mon amour ». Et quand Arthur l'embrassa en retour, elle sut qu'elle était enfin rentrée à la maison.